vidéoprojecteur que j'ai eu, il était énorme. C'était un truc énorme, mais voilà, mais c'était pas de la qualité d'un Dream Vision ou d'un Barco malheureusement. Mais... Alors c'est quoi comme Marantz? Marantz. Ah, Marantz. Vous êtes Marantz, vous? C'est quoi ces questions? On est très Marantz ici. Et voilà. Fatigué. Je pensais que tu voulais bouger. Bouger, ah oui, on n'a pas beaucoup bougé, on est un peu Là, statique. Nous, on est bien installés. Non, on est bien installés. Alors qu'il y en a qui souffrent. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah là, oui. Et je me retrouve avec Gilles. Donc Gilles, explique-nous un peu tes fonctions au sein des Années Laser. Je suis le chef de rubrique matériel, ça veut dire que je coordonne en fait tous les tests matériels de la rédaction, tout le matériel home cinéma. D'accord, ok. Depuis les débuts? Non, depuis plus d'une vingtaine d'années. Comment tu procèdes, Gilles, au niveau de tes tests? Comment tu fonctionnes comment exactement? Par exemple, on a une équipe en fait, donc Ouais. on est déjà 3, je ne suis pas tout seul. Donc chacun a une spécialité. On a Jacques Paris qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est enceinte acoustique. D'accord. Et on a Bruno qui va être plus sur les barres de son et ampli home cinéma. D'accord. Alors vous avez. Et moi, du coup, je m'occupe, c'est pas fini. Ça fait pas tout, parce que nous sommes home theater audio et vidéo, donc effectivement il y a la partie vidéo, et donc je m'occupe de tout ce qui est écran, téléviseur et vidéoprojecteur, et les sources. À l'époque, quand il y avait des lecteurs DVD, Blu-ray, je faisais ça. Maintenant, il y en a un peu moins. D'accord. Tu as une salle dédiée aussi chez toi? Tu es collectionneur aussi? Oui, comme beaucoup, j'ai commencé comme étant un amateur de home cinéma. Donc, Ouais. Oui, j'ai commencé à m'intéresser assez tôt à ça et avoir un équipement avec un vidéoprojecteur, etc. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que la passion s'est transformée en profession. D'accord. Est-ce que tu as connu comme moi justement la passion à travers ce fameux magazine des Années Laser? Parce que je ne sais pas de quelle génération tu es, mais c'est vrai que dans les années 90, moi c'est comme ça que ça a un peu débuté. J'allais beaucoup dans les vidéoclubs avant, et puis après, en lisant le magazine, c'est comme ça que je me suis intéressé un petit peu à la high-tech et aux premiers amplis, Dolby Pro Logic 1, Pro Logic 2, Dolby Digital, DTS et compagnie. Enfin voilà, tout ça c'est venu comme ça. J'ai commencé effectivement aussi avec le Laserdisc. Le premier magazine que j'ai acheté, c'était en 93. Je ne sais plus quel numéro c'était. Ouais. Je sais que la couverture, c'était sur Laurence d'Arabie. Ouais. Et donc, voilà. Donc, effectivement, où à l'époque, on était un peu des extraterrestres à s'intéresser au Laserdisc. Ah, c'est vrai qu'on était était effectivement un peu voilà. En plus, une poignée. moi, j'habitais l'outre-mer, donc c'était encore plus compliqué. Ah oui, les en disques plus, étaient encore oui. plus cher, plus rare, plus machin, plus élitiste. Mais bon, ça n'empêchait pas. Voilà, on voulait la meilleure qualité audiovisuelle. Et donc, à l'époque, c'était ce qu'il y avait au top. Ouais, J'ai réessayé récemment. C'est plus vraiment au top. Non, mais par contre, le Laserdisc en termes de son, aujourd'hui, est encore quand même pas si mal que ça. En fait, il a pas si mal vieilli que ça en termes de sonorité. Oui, j'ai fait quelques ouais. tests encore récemment, notamment chez moi ou chez des abonnés qui ont conservé du Laserdisc. On avait essayé The Wall des Pink Floyd, etc. Et, franchement, il y a quelque chose. Hein. Sur la musique, oui. Après, sur les films, des fois, c'est un peu criard. Mais effectivement, Oui, sur certains films, c'est un peu criard. Les imports NTSC étaient quand même assez bons. Mais c'est vrai que le point fort du Laserdisc, c'était le son et la piste stéréo. J'ai cherché aussi beaucoup la piste stéréo pour faire activer, comme tu disais, le Pro Logic. Le Pro Logic, effectivement. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, c'était une autre époque. Voilà, maintenant, vous avez des effets de son, effectivement, en Atmos ou en DTS X, voilà, avec des effets assez fantastiques. Mais à l'époque, effectivement, on était en 5.1. Et le Pro Logic, c'était des effets mono à l'arrière, il n'y avait pas de stéréo, hein, on était comme ça, mais il y avait déjà ces petits effets de son qui venaient et qui nous surprenaient à l'époque, c'était quelque chose. Tu as quoi comme matos chez toi, du coup, dans ta salle dédiée, Gilles? J'ai du matos grand public, j'ai un ampli Denon dans le dernier en date. Les choses bougent énormément. Ouais, les choses bougent, tu changes beaucoup. Vidéoprojecteur aussi beaucoup. Là, je vais bientôt recevoir un Valérion que j'avais précommandé à l'époque quand il était sur
la campagne de financement participatif. D'accord. C'est une marque, j'ai bien fait de miser dessus, ça s'annonce assez énorme. Assez prometteur, d'accord. Tout attribué par son vidéo, j'en ai beaucoup parlé dans le magazine. D'accord. J'avais découvert ça à l'IFA, donc c'est un des avantages effectivement d'aller sur les salons, etc. Après j'en parle dans le magazine. Ouais. Et donc j'avais eu cette marque que j'avais découverte sur le salon, c'était assez extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire, enfin sur le rendu des noirs, sur des DLP c'est assez rare. Et donc ils annonçaient une campagne de financement participatif pour financer leur plus haut modèle qui allait sortir. Et bon, je suis aussi testeur, mais je suis aussi amateur. J'ai dit quand même, vu tout ce qu'ils présentent, ça m'a l'air franchement pas mal. Et donc j'ai participé à la campagne. Et donc voilà, les produits vont bientôt arriver. Et là, j'ai testé le modèle juste en dessous, qui est déjà top. Et donc bientôt le modèle Max va arriver et qui promet d'exploser les compteurs. Et qu'est-ce que tu penses alors de Sony, de Sony au niveau de la projection? C'est une marque fondamentale du home cinéma, une marque importante, donc voilà, dans le secteur haut de gamme, on va dire. Ouais. Voilà, avec des qualités propres et des choses que j'attendais dans mon dernier test. Je leur disais, ce serait bien que vous mettiez le Dolby Vision, ils l'ont toujours pas fait, mais donc... Oui, c'est vrai qu'il y a pas... Voici le monde tel qu'il est, avec ses couleurs vives et ses lumières éclatantes. Le HDR Dolby Vision, c'est une plage dynamique plus étendue et une colorimétrie plus riche. Même s'il n'y a pas de Dolby Vision, l'image est quand même très bien retravaillée au niveau des couleurs, je trouve. Il y a quand même quelque chose de... Oui. Enfin, moi, je suis très Sony, je ne suis pas très objectif là-dessus. Mais surtout, c'est d'autant plus incompréhensible qu'ils ont été les premiers à supporter avec Philips TP-Vision le Dolby Vision en TV. Ouais, c'est vrai. Et qu'ils utilisent les mêmes puces que sur leur téléviseur. Donc pourquoi ils n'ont pas adopté le Dolby Vision est assez étrange. C'est étrange. J'avais posé la question à Maxime quand j'étais au PAVS, chef de produit chez Sony. Mais il me disait effectivement, après c'est un terme de coût aussi, parce que le projecteur déjà coûtait quand même assez... Alors là, quand on fait un projecteur à 25 000 €, on ne va pas poser des questions de coût sur des licences, alors qu'on a des projecteurs à 1 000 € qui ont du Dolby Vision. L'argument me paraît... non, après je pense que c'est une question de volonté. Mais après, on va dire pourquoi. C'est parce que le Dolby Vision a un gros intérêt sur le plan de la gestion de la dynamique sur les projecteurs, qui ont une luminosité assez faible. Ouais. Donc c'est vraiment un apport. Enfin, moi, je l'ai constaté tout de suite. Je veux dire, les projecteurs ont énormément de mal avec le HDR10, qui a été fait pour les téléviseurs à la base, donc avec une plage dynamique qui peut aller avec très haut en luminosité maximale, bien au-delà de ce que peuvent atteindre déjà les meilleurs des téléviseurs. Alors les vidéoprojecteurs qui culminent 100, 150 nits, 200, 300, etc. Le HDR10, c'est un Everest. Et donc, cette gestion du Dolby Vision avec des informations dynamiques dans le flux, c'est sûr que c'est une aide considérable. Donc là, par exemple, typiquement, je testais un projecteur avec Dolby Vision. Et quand on met l'image en HDR10, elle est surexposée. Quand elle est en Dolby Vision, concrètement, elle est bien exposée. Alors, comment tu procèdes, Gilles, au niveau de tes tests? Comment ça fonctionne? Déjà, ça ne se passe pas ici, parce que moi, je ne travaille pas ici. Oui. Enfin, moi, c'est rarement. Oui, parce que là, on voit vraiment encore le Dream Vision d'époque. L'avantage, tout ce qui est au plafond, ça ne gêne pas. Parce que là, c'est tout ce qui est au sol qui gêne. Ouais. Mais même chez moi, j'ai plusieurs écrans, par exemple, de déroulant au plafond. Tant que c'est au plafond, ça n'encombre pas. D'accord. Donc tu testes chez toi, donc du coup, dans ta salle, en fait. Oui, notamment plutôt les projecteurs, un peu les téléviseurs, parce que les téléviseurs, c'est quand même rapidement encombrant. Ouais. Donc tu as des éléments de mesure pour... Des éléments de mesure, des mesures de comparaison aussi. Je vais faire beaucoup de la comparaison. Donc, mais effectivement, j'ai mon équipement qui est à domicile pour pouvoir faire les mesures. J'étais un des premiers à travailler avec Kalman, avec les toutes premières versions. J'avais fait un bel article sur le sujet. Je me souviens, le titre, j'avais dit c'est pas juste une image juste, enfin un espèce d'aphorisme à la Godard à 2 balles, mais que j'avais trouvé à propos pour le calibrage à l'époque. Mais ça ne fait pas tout, parce que le Kalman, ça fait que juste les questions de couleur. Oui. Or, une image, enfin la couleur qui est qu'une petite composante, et il y en a des tas d'autres qui ne se mesurent pas. Oui. Et donc là, c'est l'expérience, la comparaison. Donc on va utiliser des images que l'on connaît bien, sur des diffuseurs que l'on connaît bien. Donc voilà. Et l'expérience. Comme Nutella, 20 ans d'expérience, on toujours la différence. Non, mais c'est sûr que l'expérience fait toujours la différence, effectivement, parce qu'on a connu tellement de choses que, effectivement, on a un œil différent. Après, il faut garder et puis l'objectivité aussi. On voit aussi les... Comment
les innovations qui servent à quelque chose et les gadgets et le Oui. bullshit marketing, etc. Ouais, etc. ouais, Ça permet ouais, vraiment ouais. voilà, d'écarter le bon grain. Ah bah, on du se vrai. souvient par exemple des télés LG ou Samsung à l'époque qui montaient dans les hertz, 500 Hz, 600 Hz, enfin, ça ne Ah voulait oui, ça plus c'était rien dire. rafraîchissement d'image. Oui, voilà. au niveau de la Le fluidité des rafraîchissements, ouais. d'image, oui, Mais 500 Hz. Ce qui mais est rigolo parce que effectivement, ça avait été à la grande mode à l'époque du Full HD, etc. Ah Puis ouais. ça n'a jamais été repris en 4K, encore moins en 8K. Non. C'est, Ah bah maintenant, il reste, on le retrouve un peu sur les moniteurs informatiques, mais bon, avec des sources. Là, c'était Mhm. que de l'interpolation d'images. Donc voilà, mais on a eu d'autres modes aussi, l'écran courbe par exemple, qui a été une mode assez éphémère et qui a eu bien marché en France. Donc Ouais. Samsung a été le dernier à en faire en France, parce que c'était le seul endroit où ça marchait. Feel the power of the curve. Samsung Curved UHD TV. Donc oui, voilà, on a eu des choses comme ça un peu originales. Et ça s'est vraiment imposé dans le home cinéma, qui est la barre de son. On ne peut pas dire qu'on soit spécialement fan quand on est un grand amateur de Bien home sûr. cinéma et de la barre de son. Mais il faut bien reconnaître aujourd'hui que le home cinéma, c'est quasiment que de la barre de son. Le marché de l'ampli home cinéma est en chute depuis pratiquement que j'ai commencé en ce milieu. C'est vraiment un domaine qui a ça a toujours baissé. Au bout d'un moment, je me disais, à force de baisser, ils doivent être en train de creuser, on doit être en négatif là. Je me souviens qu'on avait des chiffres à 15, moins 20, moins 20% par an. Je dis, au bout d'un moment, ça ne peut plus faire beaucoup. Ouais. Donc, et on le voit bien, moi, quand j'ai commencé, je me souviens, on avait des marques qui faisaient des renouvellements de gamme 2 fois par an. 2 fois par an. Et là, maintenant, on en a un renouvellement de gamme tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Donc, on on voit bien que, je suis d'accord. que voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on était une époque où, par exemple, sur les formats, il y avait un nouveau format qui sortait chaque année. Dolby qui sortait le sien, le DTS, on avait DTS ES, après DTS Bien Matrix, sûr. DTS discrète, etc. Donc, ça fait une petite nouveauté. Donc, les constructeurs ressortaient un ampli chaque année pour mettre le nouveau décodage. J'ai encore le premier ampli à la maison, Oui. Denon, le premier ampli au monde à avoir fait du DTS ES. D'accord. Voilà, je l'ai encore cet ampli-là qui me sert en tant que hi-fi maintenant. Mais en fait, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que ce sont des tanks en fait. C'est-à-dire que c'est une obsolescence qui arrive non pas par l'usage ou l'usure du produit, puisqu'un ampli c'est indestructible en fait. On pourrait très bien se sortir d'un appareil à 20 ans. Ouais. C'est juste qu'effectivement, il est plus, il est sur des codages qui sont, je vais pas dire obsolètes, parce qu'en fait, le 5.1 reste quand même la base. Et en fait, même sur Netflix, etc., si on prend un abonnement même le plus ultra, dans tous les cas, au minimum, on peut avoir du 5.1, donc avec un ampli même il y a 20 ans qui est... Oui, il y avait déjà du Dolby Digital. On peut déjà profiter d'une bande son en 5 points, parce que le 5 points, c'est vraiment la bonne base de tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de HDMI, pas de trucs comme ça, etc. Donc ça devient plus compliqué à exploiter. Mais oui, mais ça ne s'use pas, c'est incroyable. Mais bon, on se dit quand même, je n'ai pas le dernier codec, il faut que je change du coup. Et là, tu te dis encore qu'on va encore... maintenant, même, on a quoi ? On a du 11.4. Oh, il y en a, on peut monter très haut maintenant. On peut monter très haut. Ceux qui vont les plus loin, c'est Trinov et puis Storm Audio. Storm Audio qu'on avait croisé au PAVS. Tout à fait. On retrouve avec Olivier de chez Storm Audio. Alors Olivier, explique-nous un peu tout ce que tu proposes toi ici, déjà par rapport à la salle. Bonjour Laurent. Donc nous on est un fabricant français d'électronique audio. On est spécialisé plutôt dans des flux immersifs, mais on ne fait pas seulement ça. Donc on fait des processeurs et des amplis home cinéma. J'étais au PAVS, effectivement, on avait vu effectivement Trinov qui était dans le stand de Sony. Et c'était très intéressant. Mais bon, ça voilà, c'est toute petite frange, parce qu'effectivement la majorité des gens en fait se contentent, hélas, mais c'est toujours mieux que rien, qu'une barre de son. Donc je me souviens, nous on avait suivi la simplification. Alors au début on a eu la grande période des One Box où c'était des petites boîtes 5.1 avec un ampli qui faisait DVD avec les petits satellites, des fils de partout. Je me souviens que Bruno qui testait ça, il y avait à chaque fois c'était des montagnes de fils, des machins, etc., etc. Puis après, on a eu les solutions 2.1. Donc, on avait 2 satellites, un caisson de base. Donc, on avait déjà réduit, on passait en virtuel, etc. Il y a eu aussi un peu la mode, en même temps que les barres de son, des plateaux sonores, qui n'a pas duré très longtemps. Qui étaient on posait, moi je crois que c'était plus intelligent parce qu'on pouvait poser le téléviseur dessus. C'est donc vrai. ça n'a pas duré très longtemps.
Et voilà. Et donc du coup, en plus, le son n'était pas caché par l'image, parce que le problème sur les barres de son, on se retrouve maintenant avec beaucoup de contraintes où, comme les téléviseurs ont des pieds bas, donc ils sont obligés de faire des barres de son minuscules. Donc non seulement déjà tout est dans un seul élément monobloc, donc ça limite énormément déjà la séparation droite-gauche. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et puis on se retrouve du coup avec des hauteurs très contraintes du fait que si on fait une enceinte trop haute, en fait ça va mordre sur le bas de l'image. Donc ils sont obligés de faire des enceintes qui sont très hautes. Et du coup ça oblige à avoir des petits haut-parleurs, des petits chewing-gums comme ça. Donc forcément... Alors après il y a le système de chez Sony aussi, là, avec le système à l'arrière des haut-parleurs, en fait, la réverbération du son qui se fait chez Sony. Ah, tu parles du système quad peut-être Alors il y a les systèmes quad, non mais sur leur téléviseur, ils ont aussi un système... les téléviseurs OLED, effectivement, ils ont une technologie exclusive, qui avait été présentée par LG Display, mais apparemment il n'y a que Sony qui a pris la licence exclusive de ça. Et qui est pas trop mal. Qui est l'acoustique surface, où effectivement le son traverse la dalle, donc, ce qui permet d'avoir une plus grande surface, etc. etc. Mais donc voilà, donc aujourd'hui le marché du home cinéma, en tout cas en audio, c'est 90% de la barre de son, donc voilà, c'est pas... Et pourtant, mais c'est plus simple à installer pour vous. Voilà. Et pourtant, quand on va au PAVS, on se rend compte quand même de la popularité finalement des gens qui s'intéressent quand même à ça ou à se fabriquer des salles dédiées. C'est pas les ventes d'antan, quoi. Voilà. Non, voilà. Donc là, je crois beaucoup, il y a des nouveaux systèmes qui arrivent, en tout cas des choses plus intelligentes qui arrivent et qui permettent de retrouver un peu de son. Il y a des systèmes avec 4 enceintes. Donc on a vu le système de Sony qui a été le premier à lancer ça. Et là, il y en a un qui arrive chez iSense, donc aussi pareil avec 4 enceintes que l'on met, etc. Avec un tout petit boîtier de contrôle avec un port HDMI ARC pour récupérer le son du téléviseur. Alors je n'ai pas encore écouté ça. Alors tu as eu l'occasion de ça? Oui, brièvement, la présentation de iSense. Il y en a un chez Love qui arrive. Et l'intérêt aussi, c'est que ça peut du coup être compatible avec les projecteurs ultra courte focale. Parce que le problème d'un projecteur ultra courte focale, c'est qu'une barre de son, tu ne peux pas la mettre devant. Ah bah oui, tu ne peux pas la mettre devant. Et c'est là aussi un domaine qui est en pleine croissance, qui n'existait pas il y a 20 ans. Non, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de disparitions de produits, mais il y a aussi des nouveaux produits qui sont arrivés. Donc, ce qu'on appelle un peu grossièrement les laser TV. Les laser TV. On met son petit bloc de projection, je montrerai en vidéo évidemment. Et puis voilà, on peut projeter effectivement vraiment tout près du mur. En fait, on accède à une belle taille d'écran. Hisense est assez spécialisée dans ça, effectivement. Laser TV, c'est une marque déposée de Hisense. C'est pour ça c'est la marque déposée. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans le grand public, on entend... Ils ont eu raison. Oui, bien sûr. Quoique, c'est bizarre, parce que, alors qu'ils avaient ce nom qu'ils avaient réussi à introduire, donc ils ont 2 catégories. Ils ont laser TV et laser cinéma, qui est plus confus, qui est celui avec l'écran intégré. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais bon, oui, c'est ça. Et c'est ça pour une fois c'était un produit assez excitant et d'ailleurs sur lequel on avait beaucoup misé, je me souviens, aux années laser. On avait été les premiers, parce que le premier qui avait lancé ça c'était Philips avec la marque Screeneo. Et donc je me souviens, ça nous avait beaucoup excité ce produit. J'avais beaucoup d'amis, etc., qui s'étaient équipés de cet appareil Screeneo, qui était une espèce de grosse boîte comme ça qui projetait. Voilà, on pouvait comparer ça, à l'époque j'avais comparé ça avec un rétroprojecteur sans la boîte. Oui, d'accord. Donc voilà, puisqu'au lieu d'avoir une espèce de boîte avec des miroirs et un écran translucide, là directement on sort la partie projection et on projette directement sur un mur. Et donc voilà, c'est Screeneo qui avait lancé ça. Et comme souvent les premiers, quand ils lancent une technologie, ils sont plus là après quand la technologie explose. Pareil, la barre de son, c'est Yamaha qui l'a inventé. Ah bah oui. Yamaha a quasiment disparu de la barre de son. Ils vont revenir, mais là, ils ont quasiment disparu de la barre de son. Pour le projecteur ultra courte focale, c'est Philips Screeneo qui a inventé. Puis quand ça a explosé, ils sont plus. Voilà. Mais nous, on avait beaucoup misé un peu tôt peut-être sur cette technologie. En tout cas, ça nous avait beaucoup plu. Et je suis content de voir que c'est une technologie qui émerge. Qui émerge, effectivement. Gilles, je voulais revenir aussi avec toi sur les différentes technologies des téléviseurs. Qu'est-ce que tu penses du marché des téléviseurs d'une manière générale, et notamment alors au niveau des technologies? Comment tu vois la chose? On a du OLED, du QLED, du mini LED, du micro LED, du mini LED RVB maintenant. Comment tu vois en fait toutes ces technologies? Qu'est-ce que ta préférence comme ça d'un point de vue personnel, et après d'un point de vue objectif, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors il y a toujours eu des tas de technologies, sauf à l'époque du CRT où il y avait le CRT, puis après, après on a eu LCD plasma surtout. Plasma, qui était extrêmement onéreux. Qu'on a
Pas spécialement, non, parce que la fin, c'était... Sur la fin, oui, mais pas au début. Mais le LCD était très onéreux. Je me souviens encore d'une époque où on vendait des plasmas dans les... Il avait été lancé à l'époque 15 000 acheté €. en francs. Parce que j'étais dans la vente déjà à ce moment-là. Les premiers Philips, c'était horriblement cher, c'était 40 ou 42 pouces. C'était incroyable. Mais non, le plasma, par exemple, c'était une technologie qu'on a beaucoup aimé aux années laser, que les cinéphiles ont beaucoup aimé. Des couleurs captivantes et un design époustouflant. Téléviseur néoplasma Panasonic, la nouvelle force d'attraction. Panasonic, des idées pour la vie. Mais des fois, c'est pas parce que les technologies sont très appréciées que ce sont celles qui remportent le plus grand succès, puisque c'est le LCD qui a pris le lead et le plasma a disparu. Le plasma bénéficiait de noir déjà profond à l'époque, comme le OLED en son temps. Pour certaines marques, effectivement, ils étaient arrivés. Donc, voilà. Il y avait Panasonic qui était très bon là-dedans. Très bon, Panasonic, qui est Pioneer, évidemment. Pioneer, qui était l'initiateur aussi, l'initiateur, qui a beaucoup fait pour le laserdisc, justement, à l'époque aussi. Promoteur, on remonte encore plus loin. Alors, on remonte. Donc... Mais pour cette technologie, et aujourd'hui, donc pendant longtemps, on est resté avec le LCD tout seul. Ouais. Donc, il y a une technologie vieillissante. Après, il y a eu l'OLED qui est arrivé, qui a franchement été une très très belle rupture. Moi, je me souviens du premier téléviseur OLED qu'on a eu. C'est pas un téléviseur, c'était le L1 de chez Sony, qui était un petit moniteur comme ça. Je me souviens, je l'avais mis dans cette salle et j'avais fait venir tous les collègues un par un, donc dans la pièce, complètement dans le noir. Et donc, je leur avais allumé le téléviseur. J'avais fait une petite scénographie pour leur faire découvrir la technologie, donc dans le noir. Et d'un coup, on voyait l'image. Voilà. Puis après, j'allumais la pièce et on voyait la finesse. Et alors là, voilà. Donc après, ça a grandi en taille, etc. C'est devenu, c'est resté assez cher. Moi, je me souviens quand j'ai testé mon premier téléviseur OLED LG, j'ai eu très peur parce qu'en fait, j'ai reçu le carton. Il y avait des gants qui étaient fournis avec. Donc on ouvrait le truc avec des gants. Donc je l'avais pris comme ça pour le soulever. Et en fait, c'était tordu parce qu'en fait la dalle n'était pas rigide. Ah ouais. C'était une dalle incurvée. C'était le premier incurvé. L'incurvé a commencé par l'OLED. Ouais, c'est vrai. Et donc en fait la dalle n'était pas rigide, donc elle s'est pliée comme ça. Oh là là. Et le produit valait 8000 balles. Je dis j'espère que je ne suis pas cassé. C'est vrai que donc, quand on nous prête du matériel pour tester des choses comme ça, c'est vrai qu'il faut rester. Non, ça m'avait. Mais je me souviens que ça m'a choqué. Oui, c'est ça. Et puis c'était le plus bel emballage. C'est vraiment là, j'ai vu la codification du luxe. Ouais. Donc, appliqué à un téléviseur, parce que là, il y avait un emballage magnifique, etc. Et bon, bref, c'était à la hauteur de ça, parce que ce qu'on attendait, c'était les noirs magnifiques, les couleurs magnifiques, la luminosité, elle était ce qu'elle était. À l'époque, on trouvait ça quand même pas mal. Donc, voilà, donc ça a pris l'aide, mais avec des tarifs absolument délirants par rapport au LCD. C'est vrai qu'au début, c'était quand même compliqué. Hein. Donc voilà, le LED a un peu progressé au fur et à mesure. Et puis, finalement, contre toute attente, c'est le LCD qui est revenu vraiment avec des belles innovations. Donc la première a été le QLED. Oui. Donc amélioration de l'espace de couleur. On insère un filtre pour élargir la palette de couleurs. Ouais. Donc alors là par contre, au début ça a été franchement caricatural parce que les constructeurs voulaient vraiment mettre en avant le fait que il y avait plus de couleurs, donc alors là, il y avait plus de couleurs. C'était. C'est marrant, la communication des fabricants. Ouais, non, mais là, c'était vraiment pour mettre. Donc, oui, il y a plus de couleurs. Ouais. Alors là, c'était un feu d'artifice de couleurs, c'est carte postale carrément. Donc, on peut pas dire qu'on se disait, oui, ça peut être intéressant, mais à l'époque, il n'y avait pas encore les sources HDR, donc l'intérêt d'avoir plus de couleurs n'était pas non plus ultra évident. Donc, voilà, donc ça a été l'amélioration. Ça, c'était les bonnes innovations. On en a eu des mauvaises qui ont été le Edge LED. Ouais. Donc là, qui était en fait, l'idée, c'était cette fois-ci, parce qu'il beaucoup les écrans plats ont couru après la finesse. Les constructeurs se sont dit il fallait avoir un écran fin, ce qui n'a aucun intérêt. Parce peu d'épaisseur. À part quand tu es dans le magasin, que tu regardes la première fois, tu dis oh oui, c'est fin. Mais après, quand il est chez toi, qu'il soit fin, tu n'en as rien à faire. Une fois qu'il est posé sur ton meuble. Voilà. Alors qu'un écran un peu plus fin, ça a un intérêt aussi, ça permet des haut-parleurs plus gros. Donc ça permet d'avoir un meilleur son. Mais donc, du coup, pour avoir plus de finesse, les constructeurs ont eu l'idée d'utiliser du Edge LED, c'est-à-dire qu'ils utilisaient non pas des LED derrière l'écran, mais en bas avec un système de diffracteur assez perfectionné pour pouvoir que ce soit pas tout blanc en bas et tout noir en haut. Donc voilà, donc on a eu ça pendant des mois. Et j'en parle à Etienne parce que ça revient en mini LED. Donc alors que le mini LED, on allait se dire ça y est, ça va être le Graal, etc. Ils sont en train de nous remettre le Edge LED avec du mini LED. On a ça sur les frames pro.
Donc ça, voilà. Donc ça, on était bof. Bon, ok, c'est plus fin, mais c'était pas terrible. Mais techniquement, mais ça a beaucoup plu. Et après, donc voilà, la dernière innovation qu'on a en date, c'est ce mini LED. Donc où l'idée, alors au début, on ne voyait pas très bien l'intérêt, c'est d'avoir des LED plus petites, mais du coup, ça permettait d'en augmenter le nombre et d'avoir un rétroéclairage. Enfin bon, bref, il y a eu une espèce de gros engouement pour ce mini LED à la place des LED normales, et donc et ça permet d'avoir aussi des écrans fins et mieux localisés. Et donc là, c'est vraiment ce qui prend le lead. Et on a là, c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est l'amélioration qui se fait de génération en génération. Jusque-là, c'était un peu pépère. Et là, on a l'impression que d'une année à l'autre, en LCD, parce que tout ça, ça reste sur la famille des écrans LCD. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Même si les constructeurs ont mis de côté, on parle d'écran QLED, mais un écran QLED, c'est avant tout une technologie LCD. C'est comme si on parlait d'une bagnole, on parlait de son allume-cigare. Oui. Donc voilà, le QLED, c'est un élément du panneau. Un QLED, c'est un filtre qui ne sert à rien tout seul, donc voilà, qui transforme la couleur. Mais voilà, c'est par métonymie, on parle d'un petit pour un tout. Donc voilà, la base technique, ça reste du LCD, une technologie qui a plus de 40 ans. Et là, d'ailleurs, cette année, arrive enfin, ce qui n'était jamais arrivé, je pense que la dernière innovation devait dater d'il y a 15 ans, une nouvelle génération de panneaux LCD, qui s'appelle HVA. Enfin, je n'ai pas encore tout appris par cœur, mais je crois qu'elle s'appelle HVA chez TCL. Et donc, TCL, il pousse un peu qui était un gros acteur du mini LED. Et donc, pour élargir l'angle de vision, qui est un des défauts du LCD, notamment comparé à l'OLED, c'est que l'angle de vision est assez réduit. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que quand on n'est pas tout à fait pile poil dans l'axe, les couleurs sont délavées et on perd aussi le contraste. Les noirs deviennent plus gris, donc ça devient vraiment une technologie. Les écrans sont de plus en plus grands, donc. Oui, mais justement, on se retrouve avec un phénomène, c'est-à-dire comme l'écran devient tellement grand, à cause de l'angle de vision, du coup, on commence à voir les phénomènes du fait qu'on ne soit pas dans l'axe pour les coins de l'image. Oui, d'accord. Non, ça c'est un problème. Enfin, pour la technologie VA, qui est la technologie naturellement la plus contrastée, la technologie IPS, qui est beaucoup utilisée en moniteur, un angle de vision plus large, mais un peu moins de contraste. Donc là, on arrive avec TCL, normalement cette année, avec une nouvelle technologie de dalle LCD, avec à la fois angle de vision large et au contraste, plus mini LED dernière génération. Donc là, carton plein. Le mini LED RVB alors du coup Alors le mini LED RVB, c'est une annonce qui a été faite. Alors, pour l'instant, on est sur le stade des annonces. Et beaucoup aiment beaucoup les annonces, parce que les annonces permettent de faire parler, mais à défaut de montrer des choses. Et donc là, on va le voir arriver quand même. Jusque-là, les LED, en fait, les LED sont de couleur bleue, avec un filtre qui permet, donc notamment Quantum Dot, qui permet de convertir en autre couleur. Là, on va avoir une LED qui serait donc rouge, bleu, vert. On va donc avoir à la place de chaque mini LED un triplet de LED RVB. Donc, alors, sur le plan théorique, on peut dire oui, c'est bien, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en LCD, on n'est pas sur un rétroéclairage au pixel près. On est sur un rétroéclairage par zone. Or, on le voit très très bien. Là, si on fera un point de détail, il y avait des couleurs qui vont être différentes entre là et là. Or, si on a une LED qui arrose à la fois cette partie-là et cette partie-là pour représenter une image, quelle couleur elle va prendre ? Ah oui, d'accord. C'est le problème se pose sur les transitions de couleurs. Mais ça, quand on a une image complexe avec énormément de couleurs différentes. Ça sera toujours le rôle du processeur du téléviseur. Mais le problème, ça veut dire que l'essentiel du temps, en fait, en RVB, il va être faire du blanc. Parce que le blanc est la seule couleur qui peut être utilisée pour tout. En fait, où est-ce que ça va être formidable ? C'est sur des mires. Sur des mires, on va s'éclater quand on va mettre une belle mire de rouge, parce qu'à ce moment-là, la mire de rouge, il n'y a que les LED rouges qui vont s'allumer, donc là, on verra au niveau des chiffres, on verra qu'à ce moment-là, qu'on va exploser. Mais dans la vraie vie, sur une vraie image, en fait, le système RVB va produire essentiellement que du blanc, parce qu'il n'y a pas assez de sous-découpage de zones pour pouvoir être exploité. Donc, c'est un peu... Donc, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore la technologie parfaite, si je puis dire. Non, mais en fait, ça permettra de faire des choses bien. On a des choses extraordinaires. Mais voilà. Mais effectivement, on en parle, mais bon, voilà. Des fois, il faudra faire attention entre le marketing et la réalité des choses derrière. Et là, j'ai très peur, donc je mets déjà un petit warning en disant que sur les mesures, ceux qui se mettent la petite sonde Kalman, ils vont dire « le RVB LED, ça va être génial », mais dans la vraie vie, en fait, ça ne fera pas une grosse différence, puisque le système sera obligé de faire un compromis du fait que les transitions, des zones de transition, il va falloir faire un choix. Et le micro-LED ?
Alors le micro-LED, c'est une technologie où là, on enlève carrément le panneau LCD, où c'est directement les LED, qui font... Voilà. Mais alors, c'est très onéreux, oui. Ben, le problème, on revient un peu comme le Mini-LED, c'est qu'il faut que donc chaque sous-pixel, chaque pixel soit représenté par des LED. Donc ça veut dire énormément de LED. Alors s'il faut imaginer les souder une à une, il y a un écran chez les amis d'Extreme Screen, cet écran micro-LED absolument gigantesque qu'on a pu voir au PAVS aussi notamment, qui est sensationnel. Mais c'est vrai, après c'est des coûts et puis c'est des technologies qui ne peuvent pas trop se réduire en taille. C'est vraiment pour des très grandes tailles. À cause justement du fait que les LED, on ne peut pas les réduire au-delà d'une certaine taille pour avoir une bonne luminosité. Donc, voilà. Donc c'est une technologie qui va rester très coûteuse parce que c'est un assemblage de petites LED, etc. Donc ça ne peut pas répondre à tout. Ça ne reviendra pas dans le domaine du Non, mais par grand contre, public. c'est une technologie qui a séduit les salles de cinéma. Donc, oui, parce que il y a Pathé Palace qui a cette technologie Onyx. C'est la technologie Onyx par Samsung, qui est le fournisseur technique. Après, c'est sûr qu'il y a des charges, évidemment, parce que faut savoir qu'au cinéma, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Il y a des normes qui sont très draconiennes, même très par rapport même au HDR domestique. Ce sont des normes qui sont draconiennes, mais en dessous du HDR, puisqu'ils sont en DCI-P3, nous on est en 20-20, donc 20 c'est plus large. La luminosité crête en cinéma, quand ils sont à 100 nits, ils disent « Ouh !» c'est du HDR, nous on dit c'est du SDR pas terrible. Donc voilà, mais malgré tout, voilà, il faut être à la norme DCI qui est une norme des standards américains. Et donc voilà, il y a un gros cahier des charges. Pour les questions de sécurité, ils sont très à cheval aussi sur les questions de sécurisation, évidemment, puisque il n'est pas question que les films puissent être piratés ou être entre manque du serveur, etc. Donc il y a des choses comme ça. Ils ont des contraintes supplémentaires. Mais en tout cas, voilà, donc du coup, cette technologie micro-LED est passée fait partie des alternatives possibles maintenant pour les salles de cinéma. Donc, grosso modo, on peut dire qu'on a un écran de télévision. Ah oui, un écran de télévision géant dans les salles de cinéma. Et pour les exploitants, ça leur permet surtout de gagner la cabine de projection. Donc, du coup, ça permet d'avoir des places en plus. Mais on le voit bien, c'était rigolo, puisque, oui, effectivement, au Pathé Palace. Mais pareil, c'est assez contraint en taille, puisqu'on ne peut pas faire des tailles, à cause du pas des pixels. Donc, on ne peut pas choisir librement sa taille. Donc il y a vraiment, par exemple, typiquement chez Pathé, il y a 2 tailles d'images et la résolution est directement liée à la taille de l'écran, puisqu'effectivement, l'écran 2K, je crois que c'est celui de, 15 mètres, je sais plus, j'ai plus du tout les tailles, je vais dire en mètres, mais voilà, mais pour passer en 4K, il fallait que l'écran soit 2 fois plus grand, tout simplement. D'accord, donc il y a cette contrainte. C'est lié parce qu'effectivement, on ne peut pas réduire la taille des pixels, c'est les mêmes, donc on met juste plus de panneaux, donc l'un est en 2K et l'autre est en 4K, et 4K parce qu'il est 2 fois plus grand. Voilà. Mais en tout cas, là, par contre, on est à la pointe, puisque là, les Américains nous citent pour dire où est-ce que je crois que c'est le premier multiplex, en fait, qui est quasiment équipé que en salle, à part la grande salle qui est une salle traditionnelle en Dolby Cinema. Non, pas Dolby Cinema, non. Dolby Vision, Dolby Atmos sans Dolby Cinéma. Toutes les autres salles du coup multiplex sont du Pathé Palace, je parle, sont en écran Onyx. D'accord. Donc voilà. Donc oui, j'avais été. Et en fait, c'est intéressant. Le plus grand défi, c'est pas l'image. Bon, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, c'est assez doux, ça va. Ça mime assez bien ce qu'on peut faire avec une salle de cinéma. Mais là, le plus grand défi, en fait, c'est le son. Puisque une toile de projection, il y a des petits trous derrière et il y a le son qui passe au travers. Là, avec un bon micro-LED, il y a ça d'épaisseur d'électronique, on ne peut pas mettre de haut-parleur derrière. C'est pas comme des toiles transsonores. Exactement. Donc, du coup, là, il faut trouver des manières. Donc là, en fait, ils mettent, en fait, un peu comme de l'Atmos, c'est-à-dire qu'il a la même philosophie, c'est-à-dire qu'ils mettent des haut-parleurs en haut et en bas, qui te vont taper en fait pour rebondir vers l'écran, vers le spectateur. Comme nous, on a les enceintes Atmos qui envoient vers le son au plafond pour rebondir vers nous. Ils utilisent la même chose pour rebondir vers le centre de l'écran. Donc voilà, donc c'était la partie un peu la moins convaincante, on va dire. C'est un bon compromis, mais voilà, je comprends qu'on ne peut pas faire autrement. C'est sûr. Donc voilà, mais c'est intéressant. En tout cas, voilà, le cinéma aussi évolue. Tout évolue, finalement. Voilà, rien ne reste figé et tout évolue. Alors après, effectivement, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais
Oui, tout à fait. Moi, je crois beaucoup aussi à le cinéma en VR. Là, le VR, oui, j'ai commencé à expérimenter ça. C'est très chouette, les salles de cinéma virtuelles au casque, sur Meta ou sur Apple Vision Pro. On avance aussi beaucoup sur cette technologie-là. Tout à fait. Et ça permet de réintroduire notamment la 3D, puisque là, on a des conditions de 3D excellentes, puisqu'on n'a pas du tout de baisse de luminosité comme on avait. Par contre, on a la grosse contrainte du casque. Oui, la grosse contrainte. Les gens se plaignaient en disant qu'il y avait des lunettes. Là, c'est de la bonne lunette de ski. C'est rien de le dire, effectivement. Mais la 3D sans lunettes, on en parlait aussi à travers un moment donné. Alors ça a été une fausse bonne idée. Il y a un UK qui est sorti, qui était Toshiba, qui a fait ça, mais c'était pas terrible. T'as déjà vu ce que ça donnait? Oui, on a suivi. Oui, bien sûr, à l'époque, parce que c'était la grande marotte. Chacun essayait de faire des technologies de 3D sans lunettes. Et le problème, c'est que la 3D sans lunettes, c'était... en fait, il faut faire deux grands choix technologiques. Soit on fait une 3D sans lunettes pour une seule personne, comme la 3DS. Et donc là, on peut avoir un maximum de profondeur, puisqu'effectivement, on a un système qui est polarisé uniquement pour les deux yeux de la personne qui regarde. Donc avec un système de tracking, soit par une caméra, soit par... je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre comme technologie, mais enfin, en tout cas, de tracking des yeux pour pouvoir les suivre. Soit à ce moment-là, on veut avoir une technologie qui s'adresse à plusieurs personnes dans une salle. Et là, c'est déceptif, parce qu'il faut éclater la 3D pour faire plusieurs points de vue. Et donc, on écrase la profondeur. Et comme les gens, la plupart du temps, trouvent déjà que la 3D, il n'y a pas assez de profondeur, si pour passer en 3D sans lunettes, il faut en plus écraser la 3D pour que plusieurs personnes puissent la regarder. Donc c'est assez déceptif. Donc l'écran Toshiba, par exemple, il y avait un effet, ça faisait un effet de bas-relief un petit peu. Donc c'était pas extraordinaire. Donc hélas, on en est toujours à ce point de vue-là. C'est-à-dire que on pourrait faire un excellent téléviseur 3D sans lunettes, mais pour une personne. Dès qu'il faut mettre plusieurs personnes, voilà. Il y a par Cameron qui s'intéresse encore à la 3D, on va dire, mais peut-être qu'il... oui, après, je sais pas, de toute façon, c'est pas le plus grand producteur, dans le sens producteur, il produit pas énormément de films. Non, bien sûr, mais je veux dire, la 3D, il est attaché à ça, et c'est vrai qu'avec les différents avatars, on progresse un petit peu à chaque fois. Mais sinon, tous les Marvel, Disney Marvel est un grand attaché, c'est le seul qui produisent régulièrement, tous leurs films sont en 3D en fait. Donc, mais bon, qui ne sortent pas forcément, qui ne sortent plus en support physique en France. Ah non, ça depuis longtemps. Il y a encore par contre les Japonais qui sortent du support physique comme ça Marvel en 3D, effectivement. Mais oui, je sais pas, c'est peut-être très bien pour eux. Mais les Japonais sont toujours un peu à la pointe de tout. Ou à la pointe, ou pas, ils ont gardé longtemps le mini-disque. Ils vendaient encore du laserdisc il n'y a encore pas si longtemps, c'est pour dire. Donc ils sont très attachés aussi au support finalement. Donc c'est marrant. Je te propose, Gilles, que tu nous montres très vite fait un petit peu le setup pour tester les enceintes. Donc ici, on teste vraiment l'audio au niveau des enceintes. Donc Jacques teste effectivement ici les packs d'enceintes. Alors Gilles, vas-y, explique-nous un petit peu le setup des tests. On a deux amplis parce que ça nous permet comme ça d'éviter de brancher, débrancher les configurations, puisqu'on a une configuration à demeure dans cette salle déjà qui sert de référence et donc qui est branché sur l'ampli Marantz. Puis un Pioneer. Et puis un Pioneer de l'époque où ça existait encore, parce que maintenant Pioneer n'existe plus. C'est vrai. Enfin, en tout cas, ils ont arrêté la distribution. Ils ont arrêté l'ampli. Et ils ont tout arrêté, donc il n'y a plus de Pioneer, sauf dans les vélos et dans d'autres domaines. C'est triste quand même. Qu'une grosse marque comme ça, iconique, disparaisse. Oui, c'est des accords de distribution. Après, ça continue à exister au Japon. Mais effectivement, après toute la distribution internationale qui avait été reprise par Akipa, du coup, pour l'instant, ça a arrêté. Donc voilà, nous, on a beaucoup pleuré parce qu'ils avaient fait des très très beaux lecteurs Blu-ray aussi à la fin, et UHD. Même des lecteurs DVD de l'époque. Lecteurs DVD, mais bon, après, voilà, on parle des choses plus récentes. J'ai encore mon DV525, une référence de l'époque. Multizone. C'est vrai qu'on les a beaucoup utilisés pour analyser les films, puisqu'ils avaient des fonctions avance-retour rapide, etc. La salle ici, ça c'est à demeure, donc pour notre installation, puisque comme Patrick a dû vous le dire, cette salle sert aussi beaucoup pour les tests de disques 4K. Donc il y a besoin d'avoir un système qui ne soit pas branché, débranché. Parce que je pense que vous avez dû expérimenter quand on fait des tests, etc. On passe son temps à brancher, débrancher. Donc du coup, quand quelqu'un arrive, il n'y a rien qui marche. Donc là, au moins, ça ne bouge pas. Et ça, après, c'est un ampli qui nous sert donc pour brancher ce qui est en transitoire dans la salle, donc les packs qui vont et viennent assez fréquemment, et donc on s'est déplacé devant. Donc test 4K visuel.
On a un écran, on a en fait les tests 4K, oui, on a 2 écrans. On a un écran là. Cet écran-là nous permet d'avoir la référence. Comme je dis, on parle beaucoup par comparaison. Ouais. Donc on a la référence Full HD, donc on met le Blu-ray et on met le 4K. Et on met d'accord. Mais là, Rexa, c'est Toshiba. Et là, c'est quoi? C'est un LG. C'est un LG. Parce que du coup, on va dire, parce que chaque marque a quand même sa petite signature visuelle, j'ai envie de dire, au niveau. Oui, mais ils sont calibrés. Oui, ils sont calibrés, mais il y a quand même cette petite différence. Oui, mais enfin bon, là, il y a quand même une différence assez importante quand même entre l'UHD et le Blu-ray pour dépasser la petite subtilité. D'accord. Typologie. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, dans l'absolu, chaque. Puis là, c'est un LCD, ça c'est un OLED. Donc effectivement, bien sûr. Ça c'était un LCD à local dimming d'ailleurs à l'époque. C'était un des plus hauts de gamme des LCD à local dimming que la marque ait jamais fait avant de disparaître. Aussi. C'est notre grand drame. Il y a beaucoup de marques qui ont disparu. À l'époque où j'ai commencé, à l'époque d'aujourd'hui, ça a pas mal changé. Donc voilà pour le setup. Et donc derrière, on a, je ne sais pas si vous en avez parlé, Patrick, ça c'est un mur biosonique. Donc c'est un système en fait assez particulier acoustique avec une dizaine de haut-parleurs de grave donc pour produire une onde sonore plane pour les basses fréquences. D'accord. Donc derrière le panneau. Non, ça en fait c'est le coffre donc pour la charge acoustique. Ouais. Mais en fait ici, je ne sais pas si on peut les enlever là. Voilà, hop. Ah oui, d'accord, ok. Oui, voilà, d'accord. On voit effectivement, donc il y a trois ici, en bas, etc. D'accord. Ça c'est que pour les graves. Donc ça c'est la partie médium, mais aiguë. Ça c'est pour la partie droite. Ok. Donc voilà, donc ça c'est un système grave, médium, aigu. Donc ça c'est une technologie française. Je suis très content d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui marche super bien et qui est vraiment un truc un peu exclusif à la France et qui reprend un peu à l'époque, je ne sais pas si on a parlé du mur THX, un peu ce genre de d'accord, concept. Ok, ouais. Donc c'est un truc assez intelligent. Et donc voilà, donc c'est un très très bel équipement de référence pour le son, voilà, qui donne des graves. Et puis il y a aussi des tests par ailleurs, donc chez. Alors les tests se font, oui, donc beaucoup les UHD se font ici. Après les journalistes sont équipés. Les journalistes sont équipés aussi. Sont équipés chez eux. Bien sûr. Et là, j'avais fait développer, pour se montrer là, un truc assez intelligent. En fait, il y a un double étagère. À l'époque, moi, je crois qu'elle a dû tomber. Mais bon, quand j'ai remplacé ici, mais en fait, il y avait un double étagère pour permettre à la fois d'avoir nos enceintes à demeure. D'accord. Et en fait, ici, les enceintes qui bougent. Voilà, donc j'avais fait un système à 2 hauteurs pour pouvoir alterner entre les enceintes à demeure et les enceintes qui vont et viennent. Voilà. Merci Gilles en tout cas pour cet échange avec toi. Et puis voilà, ça nous a permis de comprendre différentes choses. On était un peu technique, donc on s'en excuse, hein, mais voilà, mais il faut aussi un peu comprendre les choses. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dire ça par va rapport à ça. Oui, ouais, il y a ce qu'il faut. Non, mais je ne plaisante pas pour le second épisode. Hein. Oui, d'accord, avec plaisir.